Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui démarre sans plus tarder avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le jeudi 21 mars 2024 et la tension monte quant aux perturbations de distribution en eau potable sur l'archipel. Voilà 48 heures que les communes des Saintes, Goyave, Petit-Bourg, Les Abîmes, Gosier, Bémao, Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne, Saint-François, La Désirade et Capesterre-Belle-Eau sont privées de la ressource vitale. Le CHU a également été privé d'eau aujourd'hui et a reçu la livraison de 3000 bouteilles d'eau pour pallier à ses besoins. Une coupure donc interminable qui serait due à la sécheresse selon le SMGEAG qui n'a toujours pas indiqué de date de retour à la normale. De quoi faire bondir les socioprofessionnels qui après 2 jours de patience n'en peuvent plus de cette coupure. Il dénonce la grève des agents du syndicat mixte de gestion de l'eau de Guadeloupe et invite les pouvoirs publics à prendre des mesures pour la mise en place d'un service minimum. Mais pour la préfecture, les difficultés d'approvisionnement sont le résultat d'actes de sabotage sur le réseau de distribution. Une plainte devrait être déposée pour dégradation d'ouvrages publics et mise en danger de la vie d'autrui. En attendant, la population galère encore et toujours. Et chaque année, l'école Maurice Chauvineau de Petit-Bourg s'entraîne dans le cadre de l'exercice de préparation au tsunami Caribouève. Au déclenchement de l'alerte, des messages sont envoyés à toute la population concernée afin qu'elle se mette en sécurité. Idem dans cet établissement scolaire où les enfants devaient suivre les consignes d'évacuation. Regardez. C'est dans le cadre de l'exercice Caribouève. Donc, on a procédé à l'évacuation de l'école mixte 1 Maurice Chauvineau. Donc, c'est une école qui se trouve au centre-bourg, zone complètement inondable. Voilà. Donc, à chaque année, à pareille époque Caribouève, nous procédons à l'évacuation. L'intérêt, c'est que les enfants aient des réflexes par rapport à chaque signal, pour qu'ils puissent se diriger dans une zone pour les sécuriser, que ce soit l'alerte incendie, l'alerte séisme, tsunami ou attentat à intrusion. Donc on les forme toute l'année, régulièrement, plusieurs fois dans l'année, pour qu'ils puissent avoir ces réflexes. Et donc au cas où l'un de nous ne serait pas apte à les accompagner, en tout cas, eux, ils sont capables de se diriger vers la zone où ils seront sécurisés. L'école a été prévenue, ils ont déclenché l'alarme d'évacuation. Et le site refuge où nous sommes actuellement, sur le terrain de sport de Mix 2, il nous fallait 12 minutes pour atteindre ce site. Et lorsque l'alarme extrême, le message extrême est arrivé, nous étions déjà sur place, disons, 2 minutes avant. Alors, le fait que vous ayez reçu une alerte est plutôt un bon signe, puisque nous avons testé aujourd'hui, c'était l'objectif principal de cet exercice, nous avons testé un outil qui s'appelle FR Alert et qui a vocation à permettre l'information de la population en temps réel lorsque survient un événement grave, notamment par exemple pour ce qui nous concerne ici, un événement de sécurité civile. Ça permet ainsi à la préfecture d'envoyer directement aux personnes sur la zone de la Guadeloupe les informations, leur disant ce qui est en train de se produire, la zone qui est touchée, mais aussi de leur donner la conduite à tenir face à cet événement. Donc le fait que vous ayez reçu ces messages est plutôt bon signe, ça signifie que pour l'essentiel, les choses ont bien fonctionné. Nous savons que sur FR Alert, il y a a priori un opérateur avec lequel nous avons encore des difficultés, mais nous allons bien évidemment, dès la fin de cet exercice, travailler à résoudre ce souci pour garantir, s'il survient une situation de ce type, que tous les Guadeloupéens seront bien informés. FR Alert a vocation à être un outil d'information pour toutes les situations de crise importantes sur le territoire. Donc ça touche évidemment les alertes tsunami, comme on vient de le simuler, mais cela peut toucher toutes les autres situations qui requièrent de la part de l'autorité préfectorale une information du public et du public un certain comportement pour se préserver face à une menace.
Retour maintenant sur la dernière séance de négociation entre le collectif des planteurs de canne, les autorités et Gardel. Bien qu'aucun accord ne soit trouvé, les discussions sur le partage de la valeur ont repris et des propositions orales ont visiblement été faites. Pas de contractualisation donc, mais les parties ont décidé la mise en place d'un protocole sur les modalités des séances de travail. Autant dire que la sortie de crise n'est pas pour tout de suite. Le reportage. Les messieurs nous proposent de nous faire une proposition que nous attendons avec impatience. Pour l'instant, il y a un compromis qui consiste à laisser quelques remorques d'être pesées parce qu'ils ont profité justement de notre absence pour faire peser les remorques. Mais l'intersyndicale n'ouvre pas encore la récolte tant que nous ne recevons pas par écrit les propositions qui viennent de nous être faites. Le prix de la tonne de canne va augmenter effectivement sur les bases dont nous avions parlé le 6 février dans une réunion dans ce même lieu. Et aujourd'hui, on est allé un peu plus loin en donnant encore plus de clarté sur la façon avec laquelle, notamment sur le partage de la valeur, nous allions procéder. Voilà, donc ça a été un élément assez majeur de la réunion d'aujourd'hui. Attendons, ce sont restés des propositions verbales. Mais nous attendons les écrits pour mieux communiquer sur le principe du montant qui va nous être rétrocédé. On en sort aujourd'hui, alors je ne parlerai pas d'accord en tant que tel, mais on en encore aujourd'hui effectivement avec une entente globale des acteurs sur plusieurs choses. D'abord, l'impact économique, on ne peut pas se permettre en Guadeloupe de ne pas avoir de campagne sucrière, de campagne de la canne cette année. C'est juste inenvisageable. Je rappelle juste un chiffre. Les aides de la région, de l'État, du département sur la filière, c'est 70 millions d'euros. Économiquement, l'impact d'une année blanche est évidemment inenvisageable. Voilà. Je pense que c'est aussi ça qu'il fallait qu'on partage entre nous et je pense qu'il y a un sens de la responsabilité qui est vraiment partagé par tout le monde. On montre que le partage de la valeur fait que on va demain potentiellement, avec des cours du sucre en plus qui sont élevés en ce moment, pouvoir récompenser, j'ai envie de dire, l'engagement des planteurs autour de la filière. On prévoit de se revoir tous demain pour effectivement, sur la base de ce document écrit, voilà, de rédiger ce qui sera effectivement un protocole. Alors, je ne dis pas un protocole de sortie de crise, c'est pas le sujet. C'est un protocole pour décrire précisément comment on va travailler dans les semaines qui viennent. Ce à quoi on s'est engagé avec la région et le département, c'est qu'on fasse un travail commun, un travail ensemble sur ces sujets-là. C'est des sujets-là mais ça on l'avait dit depuis le début, on ne va pas traiter le sujet en une semaine, en 2 jours, en 10 jours, etc. C'est un sujet qui est sur la table depuis de nombreux mois, de nombreuses années, et là on s'est engagé à, d'ici la fin de la campagne, de l'avoir traité. C'est un ambitieux travail avec tous les acteurs sur le travail sur la répartition de la valeur, le travail sur la formule de la richesse ou du paiement à la richesse. Voilà, ça demande beaucoup de travail technique. Le président de région, le président de département et moi-même, on s'est engagé effectivement à le piloter avec les équipes de la région, avec les équipes du département et avec les équipes de la DAF pour qu'on arrive à un résultat. Voilà. Donc moi, je trouve qu'on a une réunion très constructive avec des gens qui sont tout à fait responsables. On connaît ici les intérêts. On travaille tous pour les intérêts du pays Guadeloupe, du territoire, et on est tous conscients ce matin. Un reportage signé Olivier Félix. Mais maintenant, je reçois sur ce plateau Grégory Titus, membre du collectif des planteurs de canne et membre aussi de la coordination rurale de Guadeloupe. Bonsoir, monsieur Titus. Bonsoir à tous. Donc, on a vu effectivement que le prochain rendez-vous fixé avec la préfecture, c'est demain. Est-ce que vous pourrez y assister, puisque visiblement, demain, vous êtes convoqué devant le tribunal pour effectivement avoir bloqué l'usine de Gardel? Oui, enfin bon, en tant que tel, on n'a pas bloqué l'usine de Gardel. Enfin, on va remettre un petit peu les choses dans le contexte. Donc effectivement, on est convoqué à 5 dans le syndicat, dans l'intersyndical, pardon, en sachant que quand on est arrivé, Gardel avait déjà mis des remorques sur site, avait déjà barricadé, puisqu'ils avaient justement barré l'entrée qu'on ne puisse pas y accéder. Donc en fait, on s'est juste mis derrière. En tout cas, c'est bien l'usinier qui a barricadé l'usine, pas nous. En tout cas, ils ont sollicité un référé d'heure en heure. Vous êtes quand même convoqué demain? Demain, 10h, oui. Comparution immédiate, oui. Donc j'ai reçu ce papier ce matin que j'ai avec moi. Moi, aujourd'hui, en fait, au-delà, je ne parlerai pas de ce qui se passe et même des négociations avec la canne. C'est surtout beaucoup d'émotions là-dessus parce que moi, au-delà de parler de technique, je vais raconter l'histoire, en tout cas, des planteurs pour moi. Aujourd'hui, je ne plante pas de canne, personnellement.
Je ne suis pas planteur de canne, je suis éleveur de volailles. Je pourrais me dire que demain je ne me sens pas concerné, mais pourtant oui. Parce qu'on a rencontré des personnes qui vivaient une grande souffrance, une grande émotion, parce qu'ils ne vivent pas de leur métier. Il faut quand même se rappeler que l'année dernière, beaucoup de planteurs ont dû signer des moratoires avec des opérateurs de coupe, parce qu'ils ne pouvaient pas, avec ce qu'ils gagnaient, payer les opérateurs. Ils ont produit à perte aujourd'hui. Et c'est ce qui va encore se produire cette année. Et c'est beaucoup d'émotions parce que vous rencontrez des gens qui ont des familles à nourrir, puisque je rappelle qu'être agriculteur, c'est être chef d'entreprise. Et comme tout chef d'entreprise, on est censé pouvoir toucher un salaire. À l'instar de celui qui nous a convoqués, je le sais, puisqu'on a les chiffres, donc il roule en voiture de fonction. Il a aujourd'hui un salaire tous les mois, donc tout va bien. Moi, je ne critique pas, je ne suis pas jaloux. Mais je pense qu'on oublie beaucoup la souffrance. Et encore une fois, moi, il n'y a pas de souci demain. Je peux aller en prison, je peux aller en garde à vue, je peux aller tout ce qu'on veut. Ça n'arrêtera pas le combat. Je réitère que je ne suis pas planteur de canne, mais je suis sensible à la souffrance que vivent en tout cas mes compatriotes sur site, au-delà même de cette convocation. Mais il y a quand même un objectif que les planteurs de canne souhaitent atteindre. On parle de ces 120 € qui pourraient justement leur permettre de vivre de leur activité correctement. Il y a aussi cette richesse saccharine qu'ils souhaitent aligner finalement, qu'il n'y ait pas des personnes qui puissent en avoir une à 3, une à 5 et le tarif qui va en fonction. Ils veulent un alignement tarifaire. Est-ce qu'on est en bonne voie là-dessus au moins ? Ça va être très compliqué parce qu'après on parle beaucoup de partage de valeur, mais l'usinier n'est pas prêt à bouger, sauf que techniquement, comme l'a rappelé le préfet, nous on n'a pas de demande vis-à-vis de l'État, parce qu'aujourd'hui l'État subventionne déjà beaucoup la filière. C'est vrai qu'ils sont à la table, mais vous dialoguez techniquement avec Gardel. Oui, c'est surtout Gardel, parce qu'aujourd'hui il y a déjà eu beaucoup de débats, je sais, d'experts même sur ce plateau, donc c'est pour ça que je dis, voilà, je ne rentrerai pas encore dans la technique, mais ce que je pense qu'aujourd'hui c'est pas forcément ce qui parle aux gens, mais techniquement, ce qui est demandé surtout, c'est effectivement d'avoir ces 120 € et de fixer, d'enlever justement cette richesse pendant 3 ans pour permettre de remettre en tout cas cette filière en phase. Parce que comme je dis, si on en est aujourd'hui là, si on en est là, et il faut bien le comprendre à la jeunesse de cette histoire, on en est là à cause de l'Interpro et du syndicat UPG, et je peux le dire de M. Bruno Wachter qui est président en tout cas de l'Interpro. Pourquoi ? Parce que depuis la signature de la convention l'an dernier, on savait très bien qu'on allait avoir un problème cette année. Sauf que ce monsieur a toujours refusé de rencontrer les acteurs alors qu'il est censé représenter la filière. On n'a pas de représentativité réelle aujourd'hui. Et c'est ça dans notre point de revendication. Il va falloir aussi remettre à plat, sans doute pas supprimer, mais d'avoir un conseil de surveillance au niveau peut-être de cette Interpro. Il va falloir quand même mettre en face toutes ces choses parce que ça devient très très problématique pour la filière. Alors on sait, bon, on va pas vous demander de montant puisque les négociations sont en cours, mais on a entendu effectivement le directeur de Gardel dire que des propositions orales ont été faites, que visiblement les deux parties se seraient mises d'accord. Est-ce que c'est vrai ? Non, pas de proposition orale, oui. Derrière, en tout cas, pas d'accord, hein, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, tant que rien ne sera écrit, en tout cas, parce que comme on dit, hein, les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais techniquement, on n'a aucun écrit et rien n'est fait. Et comme je dis, de toute façon, l'usinier ne veut pas bouger. Il ne veut pas bouger, ne veut rien rajouter. Donc de toute manière, dans tout ce qui, je prends l'exemple du partage de valeur. Quand il vous dit on fera un partage de valeur sur les bénéfices. Sauf que chaque fois qu'on assiste à des réunions, les bénéfices sont réinjectés pour faire du réinvestissement. Donc quels seront les bénéfices de l'usine réelle ? Ça c'est encore une fois, c'est de dire demain on partage des bénéfices, mais sur quelle base ? C'est-à-dire qu'on n'a pas d'idéologie, on ne sait rien. On sait très bien. Donc, il y a tout un tas de sujets vis-à-vis de la bagasse, vis-à-vis de tout ça qui sont abordés en réunion. Donc, pour l'instant, c'est un peu dans les escarcelles et vous aurez en tout cas toutes les informations qui restent. Mais je réitère encore une fois, on parle beaucoup de l'usine, on parle beaucoup des choses, mais rappelons-nous que ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont les planteurs. Les produits dérivés, le sucre a augmenté dans les supermarchés parce qu'il y a eu l'inflation, le rhum a augmenté, tout le monde le sait. Pourtant, le produit de base des planteurs, de la production même, qui constitue l'essentiel en tout cas des produits, n'a pas augmenté. Donc allons chercher l'erreur, mais je pense que chacun se fera un avis réel. Est-ce que les pesées vont pouvoir s'effectuer demain ? À cette heure, non. En tout cas, c'est pas tant qu'on n'aura pas d'accord, on ne sera pas dans ce truc-là. Donc il n'y a pas de souci, hein, j'ai bien reçu ma convocation, donc j'irai si besoin, parce que c'est tout à fait logique, c'est la loi. Il faut savoir que c'est une grande première pour moi. Pourquoi vous êtes 5 à être cités à comparaître et pas tous les membres du collectif ? Parce qu'en réalité, sur le site, il a pris les 5 représentants qui étaient là. Donc étant donné que j'étais le membre,
depuis le début de la coordination rurale du CA qui était là. Donc après, il a pris les têtes de pont les plus importantes qui étaient sur site. Merci beaucoup en tout cas Grégory Titus. Merci à vous. Je le rappelle, membre du collectif des planteurs de canne et aussi membre de la coordination rurale de Guadeloupe, d'être venu sur ce plateau ce soir. Et on rappelle que vous êtes donc convoqué devant le tribunal demain pour, selon Gardel, avoir bloqué effectivement l'activité de l'usine qui afficherait des pertes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Plus de 300 000 euros. Plus de 300 000 euros par jour. En sachant que dedans, j'aimerais bien voir la boule de cristal, puisque c'est quand même marqué qu'on perd 270 000 euros, je crois, de sucre par jour, en sachant que je ne sais pas comment on fait, parce qu'on ne connaît même pas la richesse de la canne qui est à l'arrivée. Donc bon, c'est un peu, on sait très bien que ça, c'est un coup de bluff, un coup de menace, puisque bon, après, encore une fois, moi, ce que je retiens, c'est toute l'émotion que ça procure. Pour moi, personnellement, je réitère que ça ne me pose aucun problème. Merci beaucoup, Grégory Titus. Merci à vous. Et on enchaîne avec la première édition du séminaire de la petite enfance, avec un objectif simple, porter un maximum d'éléments aux porteurs de projets qui souhaitent ériger leur structure. Le reportage. Il a été très important pour nous au niveau du conseil départemental, des services de la PMI, du service accueil collectif des mineurs, d'organiser un séminaire à destination des porteurs de projets, mais aussi des responsables d'établissements qui accueillent de jeunes enfants, afin qu'ils connaissent mieux la réglementation en vigueur et que l'on puisse les accompagner au mieux dans la création de leurs projets. Donc on a des experts régionaux et nationaux qui sont là aujourd'hui avec nous. L'idée, c'est vraiment de fluidifier les parcours des porteurs de projets, puisque mettre en place une crèche, une micro-crèche, une maison d'assistants maternels, c'est tout un parcours, parfois un parcours du combattant, surtout quand on ne connaît pas la réglementation. Et donc l'objectif du séminaire de ce jour, c'est bien de mieux faire connaître cette réglementation pour que ce parcours se passe au mieux. Étant donné que nous, en tant que conseiller départemental, nous sommes chefs de file de la protection de l'enfance, il nous tenait à cœur de mettre tous ensemble les professionnels pour leur apporter des éclaircissements sur la réglementation de 2021 qui change beaucoup dans l'accueil de la petite enfance. La réglementation devient de plus en plus stricte à l'égard des établissements dans le but de protéger au mieux les enfants, les jeunes enfants de 0 à 6 ans. Et donc, cette réglementation évolue très fortement. L'objectif, c'est que les porteurs de projets, les responsables d'établissement puissent suivre cette réglementation parce que le but, au final, c'est bien sûr d'assurer la sécurité et le bien-être de ces jeunes enfants. L'intervenante que nous avons, c'est Mme Jabot, qui est un avocat et spécialiste des droits de l'enfant qui vient du barreau de Paris. Nous allons avoir demain des sociologues aussi pour tout ce qui tourne autour de l'enfant. Donc, ça a commencé depuis hier, mais c'était plus dédié au conseil départemental et au service. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus tous les professionnels qui sont dans le champ de l'accueil des jeunes enfants. On a eu un rapport l'année dernière du Défenseur des droits qui pointait le manque justement de places d'accueil à destination des jeunes enfants sur les territoires guadeloupéens, mais c'est quelque chose qu'on constate aussi à l'échelle nationale. C'est pas quelque chose de simple de créer des places en établissement, donc on a encore un travail à faire pour arriver à s'adapter vraiment aux besoins des Guadeloupéens. Mais ce séminaire fait partie de cette démarche justement pour donner l'ensemble des outils et des clés aux porteurs de projets pour que leurs projets puissent réussir. Derrière l'accueil, nous avons aussi la sécurité de l'enfant, la santé. Et donc, nous, conseillers départementaux, nous devons former des professionnels. Et aussi, les professionnels se rencontrent pour échanger aussi leur expérience. C'est la toute première édition, en effet. On espère pouvoir le renouveler chaque année. Donc voilà, on s'appuiera bien sûr sur le retour d'expérience de cette édition, sur l'avis des participants. Mais l'objectif, c'est bien sûr qu'on puisse continuer chaque année avec ce type de séminaire. Un reportage de Solène Fèvre. Et afin de soutenir les projets de l'agglomération Nord-Bastère, le président reçoit aussi bien les administrés que les associations ou entreprises. Une manière de garder le contact et d'aider au développement et au financement. Et suite à ces rendez-vous, la collectivité dont Guy Losbar s'est rendu à la distillerie Montebello à Petit-Bourg et au laboratoire cosmétique Maravilla. Regardez. Plusieurs rendez-vous ce matin, très grande satisfaction de pouvoir apporter des réponses à nos administrés, mais j'ai le souvenir que j'ai rencontré une association défense de l'environnement qui est un super projet, beau projet pour le territoire, et nous avons pu activer les différents partenaires. On travaille depuis près de 3 ans, nous travaillons avec les services de la CNBT, mais on a bien senti qu'il y a un moment pour que notre projet soit légitimé, il faut quand même qu'il reçoive, je veux dire, l'approbation. Donc il faut qu'on puisse convaincre ce qu'on est venu faire aujourd'hui, convaincre le président directement, justement, de l'opportunité
de notre projet, que surtout notre projet entre dans le cadre du projet collectif. Je reviens du rendez-vous avec le président de la CNBT. C'est une initiative très opportune de mon point de vue. Et effectivement, j'ai pu échanger sur des points particuliers qui m'intéressaient. Et je trouve que, cette initiative rapproche, les administrés, que le politique vienne au plus près, justement, des administrés. Je trouve que c'est une démarche tout à fait louable. Et effectivement, pour l'instant, je suis satisfaite, on pourra dire, de mon entrevue. Chaque mois, nous visitons les entreprises, surtout celles qui sont dans l'agro-transformation. Nous avons d'abord visité une entreprise niveau cosmétique, Mara Villa. Et puis actuellement, l'usine de Montebello, la distillerie de Montebello, que tout le monde connaît. Et c'est pour un peu expliquer le processus. Et je suis accompagné de l'ensemble des intervenants de la CNBT, du maire de Petit-Bourg, pour que nous puissions faciliter autant que faire se peut, que ces entreprises puissent pouvoir exploiter dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes ravis d'avoir eu la présence des institutions au sein de la distillerie Montebello. Ça fait plaisir de voir que les institutions s'intéressent à notre distillerie qui fait partie du patrimoine culturel de la Guadeloupe. On est en pleine fin de saison touristique qui s'est très très bien passée et ça permet de voir que tout le monde s'intéresse à ce qu'on fait, à notre savoir-faire et à la passion de la tradition. On est extrêmement content par rapport au parcours que l'on a fait et là où on est rendu, d'avoir la visite des officiels. C'est vraiment une inauguration qui met, ça y est, la clé dans le démarreur pour commencer le projet avec une vitesse nouvelle, partir à la foire de Paris et puis développer la marque encore un petit peu plus fort et plus loin. Et maintenant, je reçois l'adjointe au maire de la ville de Sainte-Anne, Madame Marie-Anne Grandisson. Bonsoir Madame Grandisson. Bonsoir. Alors je n'aime pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais visiblement la ville de Sainte-Anne a tranché définitivement et il ne va pas y avoir de camping sur les plages du territoire, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc le maire de Sainte-Anne, M. Franck Baptiste, avec son conseil municipal, a pris un arrêté interdisant le camping, le barbecue, les feux nus, ainsi que le nettoyage des ustensiles de cuisine sur le littoral. Donc, il faut savoir que, généralement, ces fêtes qui sont des fêtes traditionnelles entraînent une pression importante sur l'environnement. Et ça entraîne une pression, par exemple, ça peut permettre, les feux qu'on pourrait mettre sur la plage peuvent être mis au niveau des racines, et donc gêner en fait dégrader la végétation. Dégrader la végétation. Mais ce qui est surtout important de dire, c'est que le maire de Sainte-Anne, avec son conseil municipal, veut travailler pour l'ensemble des Sainte-Annais, pour l'ensemble des Guadeloupéens et pour l'ensemble des visiteurs. Mais là, ils diront que vous gâchez leur célébration. Alors, mais de toute façon, nous savons que nous avons les Sainte-Annais avec nous. Parce que nous avons un enjeu majeur. C'est l'enjeu de la dynamique du littoral. C'est l'enjeu du recul du trait de côte. Et nous savons, par exemple, qu'entre 1950 et 2013, nous avons perdu 50 mètres au niveau du littoral. Ça veut dire que nous perdons à peu près 1 mètre du littoral par an. Donc, il est nécessaire d'agir dans l'intérêt de la population sainte-annaise, comme dans l'intérêt pour l'ensemble des maires de la Guadeloupe, d'agir pour leur population. Vous pensez que la pédagogie n'a pas suffi? En fait, bien évidemment, vous savez, le camping, c'est quelque chose de fort, de traditionnel. Donc, je crois qu'il faut sensibiliser, répéter et répéter. Mais nous rencontrons les Sainte-Annais parce que nous le sommes nous-mêmes. Et nous sommes convaincus qu'avec une bonne explication, l'ensemble des Sainte-Annais comprennent. Parce qu'en fait, nous nous basons sur des études scientifiques. Le BRGM ainsi que l'université, ils ont fait des études pour montrer ce recul du trait de côte. Après, on peut le constater visuellement, effectivement, on le constate. Mais il y a des opérations qui sont menées par la municipalité pour reboiser justement le littoral. Il y a des opérations qui sont menées pour reboiser. Je voulais vous parler justement. Il faut savoir non seulement
ces opérations sont coûteuses. On a le plan océan. Par exemple, si aujourd'hui nous avons la plage de Sainte-Anne, c'est parce qu'il y a du réensablement. Nous avons ce devoir de revégétaliser. Et aujourd'hui, sur l'ensemble du littoral de Sainte-Anne, nous avons planté près de 1000 plants. Donc, il est nécessaire de préserver ces jeunes pousses de façon à pouvoir, justement, stabiliser le sol. Donc, ce serait une privation temporaire, le temps effectivement que la nature se renouvelle, et après, peut-être qu'on pourrait revenir à nos anciennes pratiques. Je crois qu'il faut que la population comprenne que les pratiques doivent changer. Par exemple, le maire, aujourd'hui, n'interdit pas à la population d'être sur la plage. La baignade n'est pas interdite. De passer la journée sur la plage n'est pas interdite. On demande simplement de diminuer la pression. Si toute la population venait et dormait 5 jours, vous comprenez bien que ce sera beaucoup plus dommageable pour l'environnement que si les gens sont amenés à repartir. Beaucoup ne reviendront pas. Donc c'est ça l'idée. Il faut savoir qu'au niveau du recul du trait de côte, ça ne s'arrête pas. Et nous n'arriverons pas à l'arrêter. Nous le limitons. Nous limitons ce recul. Donc nous voulons aussi, au niveau de la pression humaine, limiter cette pression humaine de façon à pouvoir garder, si vous voulez, ce littoral le plus longtemps possible pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et je crois que ça, les Sainte-Annais ne peuvent que le comprendre. Dans l'intérêt des générations futures, nous devons de faire ça. Mais le maire aussi veut, quelles que soient les décisions qu'il prend avec son équipe municipale, il le fait en concertation avec la population. Nous discutons constamment avec cette population et que je suis sûre qui nous comprend. Merci beaucoup Marie-Anne Grandisson, je le rappelle adjointe au maire de la ville de Sainte-Anne, d'être venue justement nous parler de cette interdiction donc de camping. Bon, les activités sont maintenues, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui a trait au camping, surtout les feux, ça ce n'est pas accepté effectivement pendant la période de Pâques. Merci encore. Et de passage en Guadeloupe, Frédéric Sanor, directeur de l'Agence nationale du sport, confirme la participation financière de l'État dans la réfection du stade des Abîmes. Une enveloppe de 900 000 € pour la rénovation du stade, mais aussi la création d'un gymnase annexe et l'aménagement des espaces extérieurs. Il était en visite de terrain ce matin pour constater l'ampleur des travaux à réaliser. Le reportage. Aujourd'hui, nous sommes donc sur le site du stade et nous avons reçu monsieur le directeur de l'ANS qui est venu aujourd'hui nous rassurer sur le financement qui a été promis et donc acté par l'Agence nationale du sport autour de 900 000 €, d'abord 350 000 plus 550. Donc nous sommes vraiment sur un financement majeur pour un équipement de cette nature. Donc le chantier du stade va se poursuivre sereinement puisque nous avons déjà commencé les travaux d'étanchéité. Nous poursuivons en attendant la fin de saison et donc nous serons sur vraiment un équipement en travaux d'ici 3-4 mois. On sait que ce stade Nabajot, il est central, il est d'envergure, c'est le plus grand stade de Guadeloupe. À côté, on a des équipements de proximité qui favorisent aussi la vie associative du quotidien pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons et puis pour un peu tous les âges aussi. Et donc on est vraiment sur des éléments de complémentarité, aussi bien sur la pratique du plus haut niveau régional, aussi bien autour du football que de la pratique de l'athlétisme, et puis sur la vie associative. Les actuels gymnases donc, vont être déconstruits pour laisser la place à un nouveau palais des sports capable d'accueillir entre 800 et 900 personnes, de manière à pouvoir mettre en compétition nos équipes de basket, de hand, les arts martiaux, nos judokas, etc. Donc ce sont des équipements structurants qui vont être mis en œuvre au centre-ville des Abîmes dans le cadre donc bien sûr des actions cœur de ville et nous sommes très heureux aujourd'hui d'annoncer que ces éléments-là sont des équipements majeurs, structurants pour le centre-ville des Abîmes et qui sont de nature à mettre en valeur nos sportifs de tous les jours. On est, c'est vrai, précautionneux dans les financements nationaux qu'on peut apporter, de s'assurer effectivement que les besoins locaux sont pris en compte, mais aussi qu'on peut tendre vers une dimension développement durable qu'aujourd'hui les uns et les autres souhaitent intégrer. On a beaucoup parlé d'espaces qui peuvent être aussi en accès libre, ce qui est aujourd'hui important. Bien sûr, pratiquer au sein d'une association, c'est essentiel, c'est formateur, on développe aussi des éléments de citoyenneté. Mais venir pratiquer en sortant du collège, en sortant du lycée, sans contrainte,
dans un cadre structurant, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Ces travaux-là se feront sans pour autant gêner la production des associations. Donc des équipements annexes et mobiles sont prévus, notamment la couverture des 3 salles que nous avons sur Bois-Ripaud, le Risé et le centre-ville. Donc les équipements sportifs seront toujours prêts à recevoir les entraînements des associations. Pour la compétition, bien sûr, nous allons travailler l'espace communautaire pour que certains stades pas loin des abîmes puissent accueillir des clubs de football en compétition. Donc nous sommes prêts et voilà, la balle va être lancée. Et notez avant de se quitter que la Cour de cassation, par l'arrêt du 20 mars 2024, annule la suspension de maître Charles Nicolas. Le bâtonnier déchu a déjà adressé un courrier à l'ordre des avocats pour prévenir de son retour au barreau de Guadeloupe. Ce dernier se réjouit donc vraisemblablement de cette décision, ce qui est normal. Et en le suspendant, la Cour d'appel a visiblement fait une fausse interprétation de la loi d'une part et a refusé l'application de la loi d'autre part, ce qui lui donne gain de cause et donc il va pouvoir récupérer sa robe. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. N'hésitez pas à nous faire des remontées sur les coupures d'eau, puisque ça commence à durer un petit peu et ça commence à un petit peu embêter tout le monde, cette affaire. Donc bon, si on pouvait avoir un retour à la normale assez rapidement ou au moins un petit filet d'eau de temps en temps, ce serait vraiment pas mal. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus. On parlera encore ce soir d'endométriose. Et avant la coupure publicitaire, je dis bonsoir. Alors bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Matt Trinity, bonsoir à Viviane Coton, à Don Luciano, bonsoir à Ampasav Mako, à Talia Mdor, à Moïse Tézénas, bonsoir à Maggie Delaney, à Perle de Carrequera, à Lauralie Gervelas, à Patrice Mathurin Félicité, à Raphaëla Duflo, à Viviane Coton. Oui, il y avait pas mal d'eau près des hôtels, j'ai vu que Chica a montré ça. Franchement, c'est dur. Enfin bref, on va connaître. Enfin, on se quitte pour la page de pub et on revient juste après.